Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er Construction cyclopéenne. Pendant longtemps, il a été d'usage de présenter les insulaires du Pacifique comme de bons sauvages. D'aimables hédonistes aux mœurs libres et à la vie insouciante. Même si, occasionnellement, des cas de cannibalisme étaient signalés, cette image d'Épinal a perduré au point de devenir pour beaucoup une allégorie, le symbole fantasmé des îles lointaines. Avec pour unique culture, des huttes, des cocotiers, des pirogues et des danses langoureuses. Pourtant des civilisations s'y étaient développées pendant des millénaires. Construisant des bâtiments de pierre, érigeant des statues anthropomorphes, sacrifiant à des divinités plus ou moins bienveillantes, structurant des sociétés hiérarchisées encadrées par des institutions pérennes. Mais aussi inventant des écritures complexes, menant des guerres de conquête et des expéditions lointaines, et concevant pour cela des navires de haute mer ainsi que des cartes marines et la connaissance de la navigation qui va avec. Après bien des réticences, l'histoire officielle a fini par admettre vers la fin du XIXe siècle qu'il avait existé des civilisations océaniennes. Mais chacune de ces cultures était étudiée séparément, avec une prédilection des savants à décortiquer chaque ère de développement en groupes et sous-groupes artificiels. En limitant les échanges aux récentes grandes migrations de peuplement et de découverte, évidemment incontournables, et pour lesquelles on bâtit à la hâte une théorie unique, celle des Lapita, qui évitait soigneusement de remonter trop loin dans le temps, faute de quoi la superbe construction intellectuelle s'effondrait. Pyramide polynésienne. On trouve bien quelques allusions à ces structures dans les carnets de voyage de Wallis et de Bougainville, mais le meilleur témoignage nous est fourni par le capitaine James Cook. Lors d'une escale prolongée à Tahiti en 1769, il décrit le marae de Maetea comme une construction de pierres taillées élevées en forme de pyramide, sur une base de 267 pieds de long pour 87 de haut, soit 80 mètres à la base pour 26 de haut. Il observe au milieu du sommet de cette masse une représentation d'oiseaux taillés dans du bois, et près de celle-ci une figure brisée de poisson sculptée dans de la pierre. Cette pyramide trône au milieu d'une vaste place presque carrée, dont les grands côtés mesurent 360 pieds de long, soit 108 mètres. Cette place est entourée de murailles et pavée de pierres plates parfaitement ajustées dans toute son étendue. À environ 100 yards à l'ouest de ce bâtiment, soit quelques 90 mètres, se situe une espèce de cour pavée, où l'on voit plusieurs petites plateformes élevées sur des colonnes de bois hautes de 7 pieds de haut. Le capitaine Cook pense qu'il s'agit d'hôtels païens, parce que les indigènes y placent des provisions de toute espèce en offrande à leur divinité. Mais il ne manque pas de souligner l'étonnant talent de bâtisseurs de ces sauvages, vivant au quotidien, dans de simples huttes. Et il émet l'hypothèse que les natifs des îles ne sont peut-être pas les vrais constructeurs de ces temples. Le naturaliste Forster qui l'accompagne vulgarisera cette thèse, que Dumont d'Urville reprendra encore en 1841. Heureusement qu'avec Cook nous disposons d'un témoignage de choix, dont l'original est conservé dans les archives de l'Amirauté britannique. Sinon, qui se souviendrait de ces monuments démolis au XIXe siècle pour en récupérer les pierres destinées à la construction d'un pont? Une pratique courante alors, les civilisateurs prenaient les matériaux là où ils se trouvaient, sans se soucier ni de leur provenance, ni de leur valeur archéologique. Et sans rencontrer la moindre opposition de la part des indigènes. Des guerres tribales endémiques avaient détourné les insulaires d'une partie de leurs croyances passées. Comme chez les Mayas, ces conflits avaient conduit les Polynésiens à abandonner leurs lieux de culte et même à les détruire. Surtout quand ils appartenaient à leurs rivaux. Les missionnaires et les agents des travaux publics s'associèrent de bon cœur à cette grande entreprise de démolition. Ainsi, tandis que l'évangélisation coloniale commençait par la destruction des temples et hôtels traditionnels, en 1815 le roi Pomaré II de Tahiti décidait, après sa victoire de Féipi sur les idolâtres, de défaire tous les anciens sites sacrés. Les pierres en furent utilisées pour la construction de routes, de maisons, de jetées, de ponts. Ailleurs, les tikis, ces statues représentant les ancêtres divinisés, furent renversées, brisées ou délibérément saccagées. Un vandalisme accompli par les indigènes eux-mêmes, avec l'assentiment bienveillant des nouvelles autorités. Ces destructions favorisant, du moins l'espérait-on, l'oubli et la disparition de ces pratiques de sauvages. Par bonheur, les sites les plus inaccessibles ont été épargnés.
Et il subsiste en de nombreux endroits de gros amoncellements de pierres taillées, plus ou moins recouverts par la végétation luxuriante. Un des plus intéressants sites de Tahiti est celui qui porte, depuis toujours selon la tradition locale, le nom de Domaine des Dieux. En 1989, lors d'une étude de projet de barrage hydroélectrique sur la Taïnou, au centre de la caldeira, il fut décidé d'inventorier des édifices et des objets signalés depuis 2 siècles mais abandonnés depuis, en raison de grandes difficultés d'accès, terrains très accidentés et jungle épaisse. Des fouilles sur 10 hectares furent entreprises sous l'égide du CNRS, avec l'appui de chercheurs chiliens et néo-zélandais, spécialistes des civilisations océaniennes. 4 centres culturels furent redécouverts. Sur le plus étendu, une forte densité de monuments cérémoniels de dimensions impressionnantes prouvèrent l'importance de ces lieux reculés au temps des anciennes pratiques religieuses. La plupart des blocs étaient restés ajustés malgré les tremblements de terre, et l'on s'aperçut, comme aux Marquises ou au Tonga, que les bâtiments avaient été construits selon des normes que nous qualifierions aujourd'hui d'antisismiques et d'anticycloniques. Non loin d'un groupe de 13 monuments, on retrouva une carrière cyclopéenne avec de très grands ateliers de taille de lames d'herminette et d'autres armes et outils de pierre. Paradoxalement, ces parages paraissaient avoir été peu habités, pas très longtemps, peut-être même occasionnellement le temps d'accomplir des cérémonies magiques. Le faible nombre et les petites dimensions des vestiges de constructions habitées alentour, et la modestie des terres cultivables dans ce secteur, paraissaient incompatibles avec une occupation humaine durable. Le nom de Domaine des Dieux correspondait donc parfaitement à cet ensemble à vocation religieuse, assez semblable dans son principe aux ayos de Hawaï, ces anciennes structures cérémonielles regroupant autour d'un ou plusieurs marae un ensemble de bâtiments cultuels. De très nombreux vestiges polynésiens adoptent la forme de la pyramide tronquée à degrés, comme à Saqqara, à Teotihuacan et à Tenerife. Et de nombreux moellons laissent encore apparaître des traces de pétroglyphes en mal de déchiffrement. Mais la structure de base reste le marae, une plateforme cyclopéenne obéissant souvent à des considérations astronomiques dans le choix de son emplacement. Beaucoup de marae portent ou ont porté des pyramides, et l'on peut même dire qu'il n'y a guère de pyramide océanienne sans marae. Par contre, on trouve beaucoup de marae sans pyramide avec seulement des piliers, des statues ou de simples monolithes dressés. Ceux-là semblent être les plus anciens. Comme s'il y avait eu une évolution progressive du massif vers le monumental, semblable à ce que l'on observe dans bien d'autres anciennes cultures. Les marae servaient de monuments officiels à vocation sacrée, religieuse ou funéraire, où l'on pratiquait à l'occasion des sacrifices humains comme du haut des pyramides à degrés mayas. La consécration d'un nouveau temple, le retour des solstices, l'exécution des prisonniers de guerre, les prières pour des navigations heureuses ou de bonnes récoltes, les occasions ne manquaient pas d'ensanglanter ces pierres votives. Cook fut même témoin de ces pratiques barbares et les relate dans son livre de bord. Mais c'étaient aussi des édifices d'usage profane destinés à des cérémonies temporelles comme l'intronisation d'un nouveau roi, les déclarations de guerre ou les fêtes des victoires récentes ou passées. Ces constructions différaient selon les matériaux locaux. Pierres basaltiques tirées des pics volcaniques sur les îles hautes, blocs de corail taillés sur les atolls bas, grosses pierres des torrents ailleurs. Le soin apporté à l'élaboration était partout le même, témoignant de techniques de taille, de moyens de levage et de connaissances architecturales peu compatibles avec le niveau de culture que l'histoire officielle accorde à ses bâtisseurs. L'ethnologue Jacques-Antoine Maurenoutte note au XIXe siècle que ces constructions pyramidales à 4 ou 5 degrés, plus rarement de 9 ou 10 grandes marches, sont faites d'énormes dalles s'emboîtant parfaitement les unes aux autres, retenues par leur simple poids en l'absence de tout ciment. Une technologie antique commune aux pyramides d'Égypte, à celles d'Amérique centrale, celles des Canaries et celles de l'Amazonie péruvienne. Mais aussi semblable à divers vestiges sous-marins comme la ziggourate de Yonaguni. Toutes ces coïncidences peuvent-elles être l'effet du pur hasard ? Il y avait des marae de toute taille, des privés réservés à de grandes familles et des royaux destinés à toute une île. Le plus grand que l'on connaisse est le marae Taputapuatea, dans l'île de Raiatea à l'ouest des Tuamotu. Celui-là ne porte pas de pyramide mais intrigue par son orientation stellaire en fonction des solstices, légèrement erronée si on s'en tient à la datation habituelle de quelques siècles.
mais parfaitement juste si on reconstitue la voûte céleste en des temps très anciens. Avant d'être éclipsée par les Marquises, cette île fut longtemps considérée comme un des tout premiers centres religieux de l'ancienne Polynésie, et le cœur de sa culture. Mais d'autres sites archéologiques semblables sont présents à Tahiti et sur les îles voisines, et également sur les atolls des Tuamotu et des îles sous le vent. Construites souvent au bord des lagons, ces ruines sont plus aisément accessibles même si là aussi, des démolitions en règle nous ont précédés. Là où les pierres ne pouvaient être emportées pour servir à de nouvelles constructions, les pétroglyphes considérés par les curés et les pasteurs comme des signes démoniaques, étaient martelés et burinés jusqu'à en devenir informes. Des destructions qui permirent pendant longtemps d'entretenir la thèse d'un peuple sans écriture. Aujourd'hui, les autorités locales essaient avec de modestes moyens de restaurer ces vestiges de leur passé. Connaître leurs racines est devenu une véritable passion pour de nombreux Océaniens, qui essaient de façon pathétique de ressusciter les anciennes légendes, en interviewant les anciens qui se souviennent encore de ce que rapportaient leurs propres arrière-grands-parents. De Honolulu à Auckland, de la Nouvelle-Guinée à l'île de Pâques, des côtes d'Amérique du Sud à celles du Japon, les bribes du passé parlent beaucoup de pyramides. La pyramide apparaît comme le support de prédilection des légendes. Mais elle est aussi bien plus que cela. Car en fait, si on cherche un peu, les archipels du Pacifique regorgent de pyramides. De nombreuses pyramides de pierre ont été découvertes sur les îles Gilbert et Marshall, au beau milieu de l'océan. Abandonnées depuis une éternité, ces constructions évoquent pour les insulaires le temps des dieux. Celui où leurs anciens dieux, mais aussi des hommes qu'ils avaient instruits, volaient dans le ciel, connaissaient tous les secrets de la vie et savaient se retrouver sur l'immense vacuité de l'océan. Ces serviteurs des dieux, prêtres, chamans et technologues étaient des hommes-oiseaux. Une tradition conservée dans plusieurs archipels et restaurée symboliquement pour pacifier les guerres tribales sur l'île de Pâques, à près de 10 000 km de là. On les y désigne comme les Tangata Manus. D'autres ruines pyramidales sont visibles dans l'archipel de Hawaï et aux îles Marquises, comme dans toute la Polynésie, tandis que des traditions orales immémoriales des Maoris de Nouvelle-Zélande perpétuent le souvenir d'un continent perdu situé loin au nord-est et dont ils prétendent provenir à l'issue d'un très long voyage. En ayant apporté avec eux le secret des Manu Tangata, ces cerfs-volants en forme d'aile delta dont certains sont assez puissants pour emporter un homme. Un homme-oiseau, évidemment. Des engins volants qui, après avoir stupéfait les premiers colonisateurs, furent interdits sous l'impulsion des missionnaires qui les jugeaient impies. Mais il n'y a pas que des marae et des pyramides. À Ivaoa, aux Marquises. Dans la vallée de Takauku on trouve près du village d'Atuona une véritable forteresse mégalithique de 9 étages, surmontée d'une espèce d'obélisque gravé de pétroglyphes présentant une ressemblance troublante avec les écritures de l'île de Pâques. Et dans l'archipel Cook, à plus de 1000 km à l'ouest de Tahiti, on peut voir sur les îles Rarotonga et Mangaia des vestiges de routes empierrées qui ne mènent nulle part car elles s'arrêtent au bord des flots. Cela pose évidemment la question de leur finalité. Sur des îles coralliennes où aucune carrière de pierre n'existe, ces matériaux ont forcément été apportés d'ailleurs. Comment ? Par qui ? Et dans quel but ? Puisque selon le dogme, ces gens-là ne connaissaient ni la roue, ni le chariot, ni l'attelage. Était-ce destiné à des coureurs à pied comme on l'a dit, de la fameuse route des Incas ? À plus de 5000 km à l'ouest des Marshall, les ruines de Kutai à Bornéo sont tout à fait impressionnantes. Des murailles composées de pierres empilées et ajustées dont certaines, gigantesques, constituent un intrigant patchwork minéral délimitant des plateformes et des terrasses aux angles parfaitement dessinés. Des escaliers ruinés les relient tandis que des vestiges de routes pavées sont parfaitement reconnaissables dans la jungle, pour peu qu'on éradique la végétation envahissante. Les traditions indigènes en attribuent l'origine à un peuple très puissant qui vivait là jadis. Un peuple tellement humé des dieux, que ceux-ci lui avaient communiqué une partie de leur savoir. Ainsi ce peuple transportait-il de lourds monolithes sans effort, grâce aux incantations de ces sages dont la tradition prétend que les plus efficaces étaient inaudibles. Hypnose collective permettant d'accomplir des efforts surhumains sans ressentir la douleur et la fatigue. Connaissance d'engins de levage. Ou superstition risible. Toujours dans l'Indonésie actuelle, l'île de Bali présente bien des mystères.
Liée à plusieurs reprises au continent asiatique, du fait de multiples variations du niveau de la mer, elle connut divers mouvements de population dans un très lointain passé. De nombreux croisements de peuples et de cultures aussi, avec des civilisations de niveaux technologiques très différents. La préhistoire balinaise est encore mal connue, mais des vestiges archéologiques prouvent l'existence d'une civilisation mégalithique. Outre des alignements de menhirs, de très anciens occupants ont laissé des sarcophages de pierre en forme de tortue ou de barque. On y a trouvé, en plus des ossements, des bijoux et des haches quadrangulaires, disposés de façon ordonnée autour des défunts. Autant de témoignages d'un rite des morts élaboré, assorti sans doute d'une croyance de la vie dans l'au-delà. La datation au carbone 14 des restes humains leur donne plus ou moins 12 000 ans. Une date intéressante car cette ancienneté pourrait correspondre à une toute première civilisation des mégalithes née aux confins de l'Europe et de l'Asie, et qui se répandit ensuite vers l'Est tout en se diversifiant. Peut-être même, en extrapolant un peu, une rémanence de ces croyances apparaît-elle dans les sarcophages en forme de barques communs aux vestiges mégalithiques celtes comme à ceux de Philitosa en Corse, et se retrouve-t-elle dans les croyances ultérieures de la barque des morts, vision partagée par les mythologies égyptiennes puis grecques. Pure spéculation certes. Mais doit-on la rejeter a priori, sans l'examiner ? Peut-on soutenir que les archétypes expliquent tout ? Ville mégalithique. Tout le monde a entendu parler des 550 Moaïs de l'île de Pâques. Ces statues spectaculaires dont l'origine demeure encore inexpliquée en dépit des courageuses tentatives faites par des savants dont les théories se contredisent parfois. Mais nous y reviendrons. Ces colossales têtes de pierre dressées sur des plateformes ne sont pas les seules constructions cyclopéennes que l'on trouve sur cette petite île de 118 km². Jacob Roggeveen, le découvreur de l'île au XVIe siècle, a décrit un grand temple avec d'imposantes terrasses de pierre sur lesquelles reposaient des colonnes monumentales. Les vestiges d'une salle hypostyle ? En tout cas, une construction apparemment disproportionnée par rapport à la taille de l'île et au nombre de ses habitants. Depuis, ce monument a été transformé en carrière et laborieusement anéanti. Mais si Rapa Nui demeure un des symboles les plus médiatisés de l'étonnante civilisation océanienne, les îles les plus riches sur le plan archéologique sont les Carolines. Un archipel micronésien théoriquement indépendant aujourd'hui, bien que placé de fait sous la tutelle économique et politique des États-Unis. L'île de Pohnpei, ou Pohnapé, abrite le mystérieux site de Nan Madol, une énigme proto-historique à laquelle les experts n'ont apporté que des réponses fragmentaires, parfois incohérentes, souvent illogiques ou contradictoires, donc toujours insuffisantes. Mais ils ont des excuses. Nan Madol est un des pires cauchemars pour ceux qui prétendent raisonner sans violer les théories imposées par les pontes. L'archipel des Carolines est situé au-dessus de l'équateur, au nord de la Nouvelle-Guinée. La ville mégalithique de Pohnapé, également connue sous le nom de Nan Madol, y est construite sur des îlots artificiels. Cette cité perdue, véritable Machu Picchu océanien, est cernée par des remparts cyclopéens entourant des édifices monumentaux, des canaux, des ports. Elle tient à la fois des ruines de Zimbabwe, de l'antique Mycène et de l'indéchiffrable Cusco. Mais ce qui intrigue le plus sur une si petite île est le matériau de construction utilisé, d'impressionnantes poutres et colonnes basaltiques noires de plusieurs tonnes dont on ne trouve aucune carrière à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. On peut aussi se demander pourquoi a-t-on bâti une telle métropole sur une petite île aux maigres ressources, loin de tout ? Quel empire contrôlait-elle ? De quel peuple était-elle la capitale ? À la suite de quels événements a-t-elle été abandonnée ? Malgré des preuves d'une extrême ancienneté, là encore comme à Tiahuanaco ou à Abydos, des historiens rajeunissent systématiquement les monuments. Pour ne pas avoir à réviser le sacro-saint dogme de la civilisation née à Sumer, et nulle part ailleurs. Le site de Nan Madol ne ressemble à rien de connu. On peut comparer cette cité à Mycène, à Machu Picchu ou à Cusco. Cela tient un peu des trois et c'est, en fait, radicalement différent. Cela appartient vraiment à une toute autre culture, malgré des points communs. Cela traduit une vision du monde réellement différente tant par la perception des volumes que par l'esthétique. Nan Madol se présente sous la forme d'une véritable ville-forteresse mégalithique, enserrée dans un réseau de remparts de 3 à 5 mètres de large. Aux endroits les plus exposés,
La muraille principale est elle-même doublée par une autre fortification un peu moins impressionnante. Contre quels ennemis voulait-il se protéger pour entreprendre des travaux aussi colossaux? Quelle divinité voulait-il honorer? Envers qui voulait-il témoigner ainsi de tels signes ostensibles de leur puissance? Ou quel pouvoir, quel secret voulait-il ainsi protéger et cacher à l'abri des regards pour les siècles et les siècles à venir? Si l'on admet que la quasi-totalité des activités humaines, surtout les plus pénibles, ont un sens utilitaire ou symbolique, économique ou religieux, Nan Madol paraît échapper totalement à cette logique. Cette ville est disproportionnée par rapport à la taille actuelle de l'île et trop isolée pour être au centre d'un système politique, administratif et commercial efficace. Surtout si on la place dans un contexte d'empire insulaire avec pour seul moyen de communication et d'échange, de frêles pirogues. Si les cruels et tyranniques Saudeleurs, dont ne sait pas grand-chose, l'ont occupé il y a environ 1000 ans, ils n'en étaient certainement pas les constructeurs. Leur médiocre niveau de technologie s'oppose à cette vision qui a pourtant la faveur des professeurs. Les architectes et les bâtisseurs de Nan Madol ont adopté un système d'enchevêtrement cruciforme de poutres basaltiques, de sections prismatiques, presque partout hexagonales. Comment les ont-ils taillées de façon aussi précise et répétitive, comme une production industrielle normalisée, en l'absence d'outils de métal et bien sûr de machines? Comment expliquer le transport de ces poutres de basalte pesant jusqu'à 5 ou 6 tonnes chacune, depuis une carrière située à plusieurs dizaines de kilomètres de là? Les longues pirogues doubles étaient certes des navires aptes à la navigation au large, mais les plus grandes mesuraient dans les 20 mètres de long et les coques les plus larges ne dépassaient pas 2 mètres. Leur forme de carènes étudiée pour bien passer dans les houles du Pacifique était peu porteuse en données de charge. Et les matériaux dans lesquels elles étaient fabriquées, du bois léger et des structures souples, n'avaient aucune aptitude à supporter de si lourds chargements. Pas plus d'ailleurs que les légères passerelles de bois, tendues entre les coques pour les relier entre elles. Et quand bien même ces bateaux auraient pu servir d'improbables cargos, par quels moyens de levage aurait-on pu y charger et décharger des éléments de construction aussi lourds? Comment les a-t-on empilés ensuite en les disposant en croix, parfaitement ajustés, sur des hauteurs pouvant aller jusqu'à 12 mètres et des épaisseurs de plus de 5 mètres? Autre question sans réponse. Pourquoi ces bâtisseurs dont l'origine se perd dans la nuit des temps, ont-ils choisi cet endroit isolé pour bâtir leur capitale? Et la capitale de quel empire d'ailleurs? Aucune grande île n'émerge à proximité. Et quel besoin d'aller chercher loin de la ville du basalte pour créer un socle de pas moins de 92 îlots artificiels sur lesquels l'essentiel de Nan Madol a été érigé. Quelle étrangeté tout de même d'aller en apnée disposer sous plusieurs mètres d'eau des colonnes de basalte, afin de constituer des structures artificielles, alors que les îlots coralliens ou motus ne manquent pas dans la région. Et surtout, comment stabiliser et ajuster des blocs de plusieurs tonnes sous la surface puisqu'il s'agissait officiellement d'un peuple n'ayant pas dépassé le stade du néolithique? À moins que ces soubassements n'aient été, eux aussi, brusquement submergés dans un passé reculé? Cas de figure dans lequel l'île était beaucoup plus grande et la ville oubliée bien plus majestueuse. Hélas, cela paraît incompatible avec les jetées portuaires, enserrant des bassins encore utilisables aujourd'hui. Et aussi avec les canaux serpentant entre les îlots. Ils sont toujours navigables de nos jours, même si leur motivation économique, symbolique, pratique ou rituelle reste encore du domaine des conjectures. Quoi qu'il en soit, l'existence du port et l'érosion marine au niveau de l'estran semblent démontrer que l'île de Ponape s'est enfoncée seulement de quelques dizaines de centimètres depuis la construction de la ville, et donc le mystère des îlots artificiels demeure. Sauf à admettre une submersion par affaissement et ou montée des eaux, suivie plus tard d'un rehaussement. Après tout, pourquoi pas? L'instabilité géologique de la région pourrait valider cette hypothèse. À l'intérieur des remparts, on trouve des rues et des escaliers cyclopéens reliant des habitations de type mégalithique, dotées de toits constitués d'une ou deux dalles de pierre plate, pesant plusieurs tonnes chacune. L'exercice a été répété maintes fois comme si cette manutention ne présentait aucune difficulté particulière. Des archéologues y ont vu des tombeaux ou plutôt des mausolées. Un gigantesque cimetière, faute d'autres explications qui se tiennent. Pourtant, on n'y a pas retrouvé beaucoup d'ossements.
Mais il est vrai que les spécialistes ont tendance à classer dans le genre funéraire tout monument dont ils ne saisissent pas la finalité, comme ils appellent objets de culte, tous les artefacts qui dérangent l'ordonnancement de leur théorie. À Nan Madol, cimetière presque sans squelette, de nombreux artefacts furent déterrés. Des ornements faits de coquillages et de corail sculptés ainsi que des outils de pierre taillés pour les plus anciens, des poteries pour les plus récents, celles-ci contenant encore des restes d'aliments. Bizarre pour une cité funéraire, à laquelle nos savants attribuent à peine quelques centaines d'années d'ancienneté. Ou pour les plus hardis, un bon millénaire. Or, l'état de fossilisation de certains coquillages ou coraux associés à des artefacts ont été datés par des géologues. Ils permettent de remonter à plus de 10 000 ans en arrière. Quant aux poteries, quelques-unes sont de type lapita, vieilles de 2 à 3 000 ans, témoignant soit d'échanges entre les premiers occupants des lieux et les conquérants austronésiens au cours de leur expansion, soit d'une occupation postérieure d'un ensemble désert depuis des millénaires. Mais cela ne démontre en aucune manière que les peuples dits lapita furent les constructeurs de Nan Madol, pour la simple et bonne raison que la stratigraphie relève sous les céramiques des couches d'habitat beaucoup plus anciennes, avec une interruption de plusieurs milliers d'années. Enfin, il est intéressant d'ajouter que sur la petite île corallienne de Wolaï, située à 1600 km à l'ouest de Pohnpei, on a trouvé une stèle recouverte de signes scripturaux ne ressemblant à aucune écriture connue, dans l'ère Pacifique ou ailleurs. Une sorte d'équivalent tropical du disque crétois de Knossos, un unicum, même si des ethnologues ont relevé quelques similitudes avec les pétroglyphes de Bora Bora. Mais cette stèle attise peu l'imagination des épigraphistes, terriblement européocentristes. Une dernière précision troublante, cette stèle est un bloc de basalte semblant provenir de la même carrière que les éléments de construction de Nan Madol. Coïncidence ? Pour faire un tour complet des Carolines, il faut citer pour finir les vestiges de la cité antique d'Insaru, sur l'île de Lu, à l'est de l'archipel. D'énormes murailles de 6 mètres de haut, faites de très grosses pierres bien assemblées, caractérisent ce site qui présente des analogies architecturales flagrantes avec Pohnpei, situé à 500 km de là. Un réseau de canaux, comme à Nan Madol, relie les principaux quartiers entre eux, tandis que des routes pavées font communiquer entre elles les différentes parties de la ville et conduisent à l'extérieur. Si la cité d'Insaru paraît moins étendue que Nan Madol, sa particularité réside dans ses pyramides de basalte de plusieurs dizaines de mètres de haut. Certains des blocs constituant ces édifices pèsent jusqu'à 50 tonnes. L'origine de ces pierres demeure un mystère. Selon la tradition locale, la ville aurait été construite en une nuit par des dieux venus aider les hommes. En toute hypothèse, des bouleversements géologiques très anciens ont affecté la région, sans forcément adhérer aux théories lentes qui ont la faveur d'une partie de la communauté géologique, car à Nan Madol les soubassements sont enfouis et les canaux débordent, tandis qu'à Lu, les canaux sont désormais presque tous au-dessus de niveau de la mer et donc à sec. Mais des traces d'animalcules marins montrent bien qu'à l'origine, ils ne furent pas conçus comme des sortes de voies terrestres encaissées. Par ailleurs, sur les îles de Palau en Micronésie, à l'ouest des Carolines, des collines entières ont été sculptées pour ressembler à des pyramides à degrés. Il ne s'agit pas des traditionnelles cultures en terrasse, comme on en trouve dans toutes les parties montagneuses habitées de la planète, car rien n'y est cultivé. Il n'y pousserait d'ailleurs pas grand-chose de comestible, ce sont des champs de cailloux au sens propre du terme. Certaines de ces terrasses forment des marches d'escalier de géants de 4 à 5 mètres de hauteur pour le double ou le triple de large. Là encore, les traditions orales du cru sont muettes sur l'utilité de ces monuments dont elles attribuent la construction aux dieux. D'ailleurs, sans une reconnaissance aérienne suivie d'un débroussaillage, ces vestiges seraient restés très mal connus et les sceptiques parleraient de légendes insulaires à propos de ces monuments. Parfois même, on trouve des traces de construction monumentale sur des îles minuscules éloignées de toutes les voies de communication maritime. Entre la Mélanésie et la Polynésie se trouve l'archipel fidjien. On n'a pas encore fait de découvertes considérables sur les plus grandes îles. Par contre, au centre de la petite île de Nakele, sur le site de Nuku-Seve, on a trouvé un très grand mur défensif de près de 3 mètres de haut. Celui-ci entoure le sommet d'un piton rocheux d'une dizaine de mètres de haut surplombant les environs,
telle la butte d'un château fort. Outre la muraille proprement dite, on peut observer sur l'aire centrale de cette forteresse proto-historique plusieurs plateformes, des escaliers et un puits d'eau saumâtre. Une sorte d'avant-poste. Mais de quelle civilisation ? Et contre qui ou quoi pouvait-il bien protéger ? Il n'y a rien d'autre sur cette petite île. Rien qui puisse exciter la convoitise et justifier l'installation d'un fort. Autre bizarrerie comparable. À 5500 km à l'est des Fidji, dans le petit archipel Pitcairn à peine habité, dont la célébrité provient des mutinés de la Bounty qui y trouvèrent refuge, il existe sur l'île Henderson des vestiges de murs cyclopéens. Construits à la manière des forteresses tongases et fidjiennes, ils sont disproportionnés par rapport à la taille de l'île, au nombre de ses habitants et aux intérêts qu'ils étaient censés protéger. En règle générale, lorsqu'un monument anachronique ou un objet insolite perturbe leur certitude, les historiens conventionnels s'en tirent en le déclarant non significatif. Mais là, on ne peut plus passer à côté de toutes ces données sans se poser quelques questions. Et il n'est plus acceptable que ceux qui prétendent écrire l'histoire haussent les épaules et ricanent quand on leur expose des théories iconoclastes. Statuaire monolithique. Autre élément commun à la quasi-totalité des archipels, avec les pyramides tronquées à degrés, les plateformes de pierre et parfois les écritures indéchiffrables, les sculptures. Façonnées dans de la pierre, du corail ou du bois, mais avec une nette prédilection pour les monolithes là où c'était possible, les tikis, à ne pas confondre avec les moaïs qui sont d'une inspiration spécifique, varient de la simple statuette à la statue géante. La plus grande connue est sur l'île d'Ivaoa, près d'un marae. Elle mesure 2,35 mètres de haut. Les tikis sont presque tous bâtis sur le même modèle, 3 parties de taille relativement égale, un visage triangulaire dépourvu de cou, un corps hiératique aux bras figés contre le torse et des jambes courtes et épaisses. Ensuite, les sensibilités locales et le talent des sculpteurs permettent diverses variations sur ce thème. Parmi ces improvisations, les tikis de Fatu Ivao Marquise, comme ceux de l'archipel Pitcairn au sud de la Polynésie, présentent une inspiration commune tout à fait saisissante avec des statues monolithiques trouvées dans les jungles du Nicaragua, du Honduras et du Belize. La tête du tiki était généralement sculptée de façon plus fine que le reste du corps, avec des yeux proéminents ou hypertrophiés symbolisant la magie et le savoir, et une bouche grimaçante représentant le défi permanent lancé tant aux ennemis de chair et de sang qu'aux esprits maléfiques. Un concept assez proche des pouvoirs que la magie maya attribuait à sa statuaire sacrée. Érigés près des marae, les tikis pouvaient aussi orner les demeures de personnages importants, et leur figuration était susceptible de décorer des pirogues ou de servir d'inspiration à des tatouages. Une évolution du figuratif vers l'abstraction, avec des symboles de forme géométrique marquant le passage à un système de hiéroglyphes sinon de proto-lettres. Il est admis que la finalité religieuse des tikis était de représenter les ancêtres divinisés, créateurs de l'espèce humaine. D'ailleurs, il leur était aussi attribué des pouvoirs ou manas, bons ou mauvais, susceptibles d'interférer avec le présent et d'influer sur l'avenir. Par la suite, les tikis devinrent aussi les saints patrons des sculpteurs, leur inspirant les critères d'un homme idéal divinisé, aux proportions magiques symbolisant le pouvoir, le courage, l'intelligence et la beauté. Ces interprétations reflètent sans doute une part de leur réalité culturelle. Mais il demeure une question sans réponse, ces statues ont un air exotique. Bien que de facture plus sommaire, certaines têtes ressemblent étrangement aux figurines grotesques des mystérieux apothèques d'Amérique centrale, antérieures de plusieurs millénaires aux Mayas. S'il y a eu un contact dans un lointain passé, comment cette inspiration commune a-t-elle pu se disperser dans l'espace et dans le temps ? Certains tikis comptent plusieurs milliers d'années d'écart entre eux, si on les date d'après les cendres et résidus d'offrandes cérémonielles recueillis dessous, puisque la pierre elle-même est indatable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.